Bienvenue. Merci de venir, d'être venu écouter Annie aujourd'hui, qui est notre invitée. Pour vous donner un petit peu de contexte, donc au début de 2021, Age of Union a entamé un partenariat avec Conservation de la Nature Québec, avec un engagement de 3 millions de dollars sur les 5 prochaines années. Donc Age of Union participe à de multiples projets tout le long du Saint-Laurent avec la mission de protéger et de restaurer les habitats naturels clés de la rivière et de son écosystème. Le fleuve est donc divisé en différentes parties et on a des chargés de projet pour chaque partie. Annie, qui est ici, donc, est l'une de nos chargées de projet. Tu travailles avec Conservation de la Nature Canada depuis 2009. Et tu es présentement chargé de projet de la région de Montréal et des Basses-Laurentides. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit peu une présentation globale de Conservation de la Nature, en fait, ce que c'est? Et toi, quel est ton travail en tant que chargé de projet? Qu'est-ce que tu fais exactement pour Conservation de la Nature Canada, pour la restauration, pour la conservation des habitats, des écosystèmes? Merci beaucoup, Mariette. Bonjour tout le monde. Je suis bien contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager ce qu'on fait Conservation de la Nature. On est un organisme un peu méconnu parfois. Pourtant, on a des grandes réalisations. Disons qu'on n'est pas trop avare de visibilité. Là. On a de plus en plus de communication et tout ça. On pourra montrer un petit peu les 3 volets de notre mission. Anne? Si on peut montrer les 3 volets de la mission de conservation de la nature. Donc, un organisme pan-canadien, Conservation de la Nature Canada, qui a des bureaux un peu partout dans le pays, qui protège près de plus de, en fait, 15 millions d'hectares partout au pays, au Canada. Donc, 15 millions d'hectares, qu'est-ce que c'est en termes de superficie? C'est un peu dur à imaginer comme ça. Vous pouvez vous imaginer la Nouvelle-Écosse 3 fois. À l'échelle du Canada, c'est ce que Conservation de la Nature a contribué à protéger depuis 1962, la date de formation de cet organisme-là. Au Québec, l'organisme protège 500 kilomètres carrés d'habitat, donc un petit peu moins grand que l'île d'Anticosti à titre de référence. Donc, les 3 volets de notre mission, premièrement, la planification de la conservation à l'échelle du Canada. Quels sont, par région, par aire naturelle, les différents éléments de biodiversité à protéger pour garder, maintenir une biodiversité représentative du Canada. Donc, identification des habitats des espèces en péril. Il y a plusieurs espèces, comme vous savez, qui sont en déclin. Et la clé dans leur protection, c'est vraiment de préserver leur habitat pour qu'elles puissent se maintenir dans le temps et encore exister pour nos enfants puis les enfants de nos enfants. Donc, on travaille beaucoup dans ce volet-là en collaboration avec des universités. On peut travailler avec les municipalités aussi à l'échelle du territoire pour les aider à identifier les milieux naturels les plus importants à protéger. Le deuxième volet, la conservation en action. Donc, le cœur de notre mission, je dirais, c'est l'acquisition de terres en terre privée à des fins de conservation. Donc, ça peut être des acquisitions en plein titre. L'organisme va devenir propriétaire des terrains. Ou ça peut être des ententes de conservation avec des propriétaires autres, des tiers, qui vont rester propriétaires, mais Conservation de la Nature va avoir un droit de regard sur ce qui se passe, les usages sur ces terres-là. On peut avoir différents modèles, même avec des compagnies forestières, par exemple, qui vont permettre une certaine exploitation, mais dans une échelle durable qui va quand même maintenir une perpétuité du couvert forestier. C'est un gain par rapport à, disons, la transformation complète des habitats par le développement résidentiel ou le développement commercial. C'est un entre-deux qu'on peut faire à moindre coût aussi, parce que ça coûte de l'argent acquérir des propriétés. Donc, comme Conservation de la Nature acquiert de plus en plus de propriétés à chaque année, le parc grossit. Donc, il faut gérer ces propriétés-là. Donc, beaucoup de projets d'accessibilité au public. Les gens, souvent, viennent faire de la randonnée, du ski de fond, de la raquette. Il y a même des chasseurs, toutes sortes d'utilisateurs qui vont utiliser les territoires.
Donc, il faut faire des ententes avec ces groupes d'utilisateurs-là pour encadrer les activités, s'assurer que ça va rester dans un cadre assez strict pour que la vocation de conservation soit toujours de l'avant, en premier sur la vocation récréative. Donc, le suivi des espèces aussi, toutes nos espèces rares qui se trouvent sur nos propriétés. Il faut retourner régulièrement, s'assurer que les populations se maintiennent, sont bien présentes, qu'il n'y a pas de menace qui va faire en sorte qu'elles disparaissent, parce que ce n'est pas parce que Conservation de la nature est propriétaire que les espèces vont se maintenir. Parfois, il peut y avoir des menaces, comme des gens qui viennent cueillir des plantes. Il peut y avoir du piétinement, de multiplication de sentiers. Donc, il faut vraiment avoir un régime de surveillance de ces territoires-là. Donc, pour Conservation de la nature, c'est à peu près ça. Le fonds de dotation que vous voyez sur le tableau, c'est un montant d'argent qu'on met afin de pouvoir gérer les propriétés à perpétuité. On met 20 % de la juste valeur marchande des terrains dans un fonds à chaque acquisition. Puis là, ça va générer des intérêts. Puis là, on a comme des placements, dans le fond. Puis l'organisme peut utiliser ces intérêts-là, ces revenus-là, pour gérer les propriétés. Parce que le grand défi là-dedans, c'est la levée de fonds. Puis avec un parc grandissant de propriétés, ça prend de plus en plus de fonds pour s'en occuper. Donc, pour ce qui est de nos sources de fonds, justement, ça, c'est le bilan au Québec là, de nos sources de fonds depuis dans les 5 dernières années pour lesquelles on a les informations. Donc, le gouvernement du Québec a contribué environ 39 %, Canada 25 %. On a gouvernement américain, on a une entente avec le US Fish and Wildlife Service pour tout ce qui touche à la sauvagine. Les Américains, les canards qui chassent aux États-Unis, ils utilisent le Canada beaucoup pour se reproduire et tout ça. Donc, pour préserver leur activité de chasse, pour les Américains, c'est très important. Donc, ils donnent du financement pour les habitats au Canada pour la sauvagine. Ensuite, on a des fondations, Fondation de la faune, ça peut être des fondations privées, des grandes familles aisées qui ont des fondations familiales, qui font des dons par projet selon leurs priorités. Des organisations comme Age of Union, c'est comme une fondation un peu, finalement. Ça se qualifie dans cette catégorie-là. Les organisations, donc compagnies, ça peut être TELUS, ça peut être les banques TD, ça peut être toutes sortes de compagnies, même très locales parfois, qui vont nous aider à acquérir une propriété à un endroit particulier. 7 %. Puis, autres revenus, il y a tous les dons privés qui rentrent là-dedans. Et la valeur du don de terre, parce que ça, c'est important de savoir qu'il y a même des gens qui donnent leur propriété à Conservation de la nature. C'est des grands gestes, c'est des gens très préoccupés par la perte de nos milieux naturels, qui veulent s'assurer qu'il va y avoir une pérennité dans le temps, puis qu'ils peuvent pas quitter ce monde en sachant que peut-être que leur terrain va devenir un gros développement résidentiel. Donc, c'est très émotif aussi pour ces gens-là. Fait que beaucoup quand même de gens qui font des dons. Puis, il y a des incitatifs fiscaux qui permettent d'avoir des reçus d'impôts, dans le fond, pour les gens qui font ça. Donc, tu m'as demandé, Mariette, je vais continuer, dans le fond, sur Conservation de la nature puis le lien avec Age of Union. Age of Union, comme Mariette disait, on a eu une entente avec eux, 3 millions sur 5 ans. Donc, sur cette carte-là que vous voyez, il y a 8 projets qui ont été financés par Age of Union en 2021-2022. Donc, des projets qui couvrent vraiment l'ensemble de notre territoire d'action, de l'Outaouais à la Gaspésie, en passant par les Laurentides, les archipels dans le lac Saint-Pierre, l'île aux Grues à Montmagny. On a des propriétés aussi, la Pointe-Sauvage, près de Tadoussac, Bergeronne. Donc, c'est tous des projets qui ont en commun l'objectif de préserver des habitats près du fleuve Saint-Laurent. Parce que, disons, les 200 mètres de rive du fleuve Saint-Laurent, de côte, sont vraiment les endroits les plus densément peuplés au Québec et les plus
les plus fragmentés par différentes activités, l'agriculture, il y a des autoroutes, il y a des centres commerciaux. Donc, c'est très dense. Puis la menace de fragmentation et de transformation des habitats est très grande dans ce secteur-là. Fait que nos forêts riveraines ont vraiment disparu beaucoup aussi à cause de l'agriculture dans le dernier siècle. Donc, ce qui reste, nous, on les identifie, puis on va les acquérir ou faire des ententes de conservation, puis avoir des projets de restauration sur ces milieux-là. Donc, moi, je vais vous parler aussi un petit peu plus en détail là, de 2 projets sur lesquels moi, je travaille, à Conservation de la nature, mais un petit peu plus loin. Anne, est-ce que tu pourrais me montrer la carte des aires naturelles prioritaires? Je peux vous montrer un peu notre territoire d'action. Voilà. Donc, encore une autre carte avec des chiffres. Vous voyez maintenant des aires naturelles prioritaires. Nous, c'est notre jargon à Conservation de la nature. Ce sont, disons, l'unité de travail dans lesquelles les chargés de projet vont œuvrer et avoir leur programme d'activité. Donc, chaque territoire a des attributs particuliers au niveau de la géomorphologie, au niveau du type de peuplement d'espèces qu'on retrouve. C'est vraiment des facteurs d'unicité puis le contexte aussi socio-économique et qui va être vraiment très particulier à chacun de ces secteurs-là. Donc, nous, c'est une délimitation arbitraire qu'on fait selon ces différents facteurs-là pour planifier nos activités de conservation à l'intérieur de chacune de ces aires naturelles-là. Donc, on en a 16 qui partent des îles de la Madeleine, la Gaspésie. On passe aussi, puis tous les petits carrés que vous voyez sur la carte, ce sont des propriétés protégées par Conservation de la nature. Mais évidemment, ce n'est pas à l'échelle. Là. Les carrés sont beaucoup trop gros mais plus le carré est gros, plus la superficie est grande. Donc, si je peux nommer quelques projets vedettes qu'on a, j'irais peut-être commencer par la réserve naturelle des Montagnes Vertes, qui se situe en Estrie, donc à Sutton, Potton. Ça, c'est la plus grande aire naturelle protégée en terre privée au Québec. Donc, on est dans les 70 km² sur le total de 500 km² protégés par Conservation de la nature. Donc, c'est un gros morceau de tout ce qu'on a. Puis l'objectif dans ce secteur-là, c'est vraiment d'assurer une connectivité forestière avec l'autre côté de la frontière, les grands massifs forestiers des Appalaches. Donc, on assure une connectivité écologique transfrontalière à cet endroit-là. Puis aussi beaucoup d'activités qu'on peut faire, de la randonnée, plusieurs journées, du camping même. Là, puis il y a des gestionnaires de sentiers là, qui gèrent tout ça pour nous. Donc, ça, c'est un des projets vedettes. Ensuite, vous voyez, on en a plusieurs le long de la frontière. Si vous allez dans le coin de l'île aux Grues, par exemple, l'île aux Grues en face de Montmagny, CNC protège la pointe ouest de l'île aux Grues, qui est une forêt d'une 50aine d'hectares, tricentenaire, des érablières tricentenaires. Donc, c'est vraiment très particulier de voir ça. On n'en voit pas dans la région de Montréal, en tout cas très rarement. Donc, des gros érables, puis des parterres de plantes printanières, là, c'est vraiment de toute beauté. Donc, en bref, ce sont nos secteurs d'intervention. Pour la question rôle du chargé de projet, Oui, rôle du chargé de projet. Puis si tu peux nous parler un petit peu plus en fait de ce qui se passe à Montréal et dans la ceinture verte de Montréal dont tu t'occupes, parce que tout le monde ici habite à Montréal et en fait, il y a des espaces de conservation qu'on ne connaît pas. Moi, avant de te rencontrer et que tu me parles de ton projet avec les tortues, la protection des tortues, par exemple, je ne savais même pas qu'il y avait des tortues à Montréal, qu'il y avait des sites de ponte dans la région de Montréal, autour de Montréal. Et ce que je trouve vraiment intéressant, en fait, c'est que tu as monté un projet pour mobiliser la communauté pour être engagé. Donc, en fait, de pas seulement être engagés au niveau financier, mais que les gens peuvent aussi être engagés tout simplement quand ils vont se promener, à trouver des tortues, à les photographier et puis à aider les scientifiques à faire
à évaluer la santé des tortues, des pompes. En ce moment, on est dans la période de ponte, en fait, des tortues. Donc, si vous allez vous promener en région, vous allez sûrement voir des nids. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce projet-là, de cet appel aussi à l'aide de la communauté, participation de la communauté, et pourquoi c'est important que tout le monde se sente impliqué, en fait, dans la conservation? Oui. On voit sur l'écran quelques exemples là, de projets qu'on a dans la région de Montréal. Le volet qui porte sur les tortues, ça touche à 3 différents volets. Donc, évidemment, le cœur de notre mission, acquérir des territoires, ça va être un des objectifs pour créer vraiment des réserves naturelles protégées, à l'abri des usages qui peuvent être nuisibles aux tortues. On a fait de l'acquisition de l'île Ronde, que vous voyez sur une des photos précédentes. C'est une île d'environ 3 hectares qui est située à Laval, au sud de l'île Bigra. Si vous connaissez le train de banlieue, là, il passe par là. L'île Verte aussi, qui est dans le même petit archipel là, des îles de Laval. C'est un donateur privé qui a fait un don vraiment de cette île-là à 100%. Il n'y avait aucune attente en argent. Donc, vraiment un geste généreux. Puis ça permet après d'avoir un peu un pied à terre, faire la surveillance, s'assurer qu'il n'y aura pas de dérangement sur les habitats. Mais dans le fond, le premier élément qu'il faut vraiment comprendre, c'est quels sont les besoins des tortues pour qu'on puisse identifier les mesures de conservation qui vont être les plus efficaces. Bon, les tortues ont besoin de différents éléments dans leur cycle de vie, comme chaque espèce va avoir fréquenté différents milieux, avoir différents besoins. Donc, l'été, va aller pondre sur les rives sableuses, graveleuses, exposées au soleil. Donc, ça prend des endroits comme ça, ouverts, où il n'y aura pas de plaisanciers ou de gens qui vont faire des fêtes, qui vont faire du piétinement ou se promener en VTT. Donc, ça prend vraiment des sites tranquilles, des berges ensoleillées où les tortues vont pouvoir pondre leurs œufs. Donc, elles ne sont pas très maternelles, vont quitter tout de suite après avoir pondu. Puis les œufs vont s'incuber le long de l'été, puis les bébés vont sortir soit à la fin de l'été, soit le printemps suivant. Ils peuvent même passer l'hiver dans le nid. C'est ce qui est particulier chez certaines espèces. Donc, les rives naturelles, ça prend aussi des structures d'exposition au soleil. Le bois mort, des arbres qui tombent, c'est des phénomènes naturels. Des arbres en rive qui vont se déraciner avec l'érosion, qui vont tomber. Ça fait des excellents supports pour que les tortues puissent aller se prélasser au soleil. C'est vraiment un besoin vital pour elles, pour se réchauffer. C'est des espèces à sang froid. Donc, ces structures-là, les gens, parfois, ont tendance, les propriétaires riverains, à les enlever, à dire « Ah, ça ne fait pas propre, on va enlever ça, il y a un arbre mort, on va le couper. » Mais, dans le fond, on vient intervenir dans des dynamiques naturelles qui soutiennent une biodiversité. Fait que ça, on sensibilise beaucoup les propriétaires riverains à ça, maintenir leur rive naturelle. Laisser le bois là, ils vont pouvoir même observer des tortues. Ça va ajouter même quelque chose de beau dans leur environnement, finalement, qu'il n'y aurait pas eu s'ils avaient coupé les arbres. Donc, pour les besoins des tortues, finalement, le dernier besoin, ce sont les sites d'hibernation. Qu'est-ce qu'ils font les tortues l'hiver? Ils vont aller s'enfouir dans le fond de l'eau, dans des sites bien oxygénés. Ils vont respirer par la peau. Les poumons sont complètement arrêtés pendant tout l'hiver. Le métabolisme est réduit au minimum. Puis, là, ils sont très sensibles là, au changement dans la qualité de l'eau. S'il n'y a pas assez d'oxygène dans l'eau, si l'eau est polluée, si c'est trop eutrophisé, ça peut avoir des impacts. Ils vont tomber en anoxie, puis ils pourraient mourir en hibernation. Fait que c'est les différents besoins de base, finalement, des tortues. Donc, les objectifs de conservation, ce sont de maintenir les rives naturelles, sensibiliser les propriétaires pour laisser en place le bois mort, etc. Installer même des structures artificielles à certains endroits, créer des sites de ponte artificiels quand il n'y en a pas assez naturellement dans l'environnement. Fait que pour faire ça, ça prend des partenariats avec des propriétaires privés un peu partout, avec la Ville de Montréal. Les grands parcs ont beaucoup de terrains aussi en rive. Fait que là, on est en train de développer un partenariat avec eux pour avoir accès aux habitats parce qu'on n'a pas tout acheté les rives. On ne pourra pas non plus tout acheter les rives. Fait qu'il faut vraiment travailler en partenariat avec des propriétaires actuels.
en plus d'acquérir des terrains. Puis, l'autre volet, dans le fond, une des grandes menaces pour les tortues, c'est la mortalité routière, principalement, par les voitures, les routes et aussi par les bateaux de plaisance. Souvent, les tortues qu'on retrouve dans les études ont des blessures. Puis, ils peuvent mourir de leurs blessures parce qu'ils sont entrés en collision avec des bateaux, par exemple, des bateaux à moteur. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a des routes près de l'eau, il y a des routes passantes, il faut acquérir des données, dans le fond, sur où sont les routes problématiques. Pour ça, on a une plateforme qui s'appelle carapace.ca. Si vous voulez aller voir les deux petites affiches sur notre projet Carapace, c'est une application, ce n'est pas moi qui est l'auteur de cette application-là, c'est ma collègue en Outaouais qui a lancé ça en 2017. Les gens, quand ils voient des tortues, peuvent aller sur le site Internet carapace.ca, prendre une photo avec leur téléphone intelligent, le point est géolocalisé, mettre les informations, petit commentaire, quelle espèce vous pensez que c'est, très facile, peser sur « Envoyer ». Puis là, poum, ça entre dans ma boîte courriel. Là, moi, je reçois « une tortue en train de pondre à tel endroit ». Là, je peux dire « puis là, j'ai le courriel de la personne ». Je peux contacter la personne, dire « Bonjour, si vous voulez protéger le nid de la prédation, par exemple, vous pouvez installer des petits grillages qu'on fournit à Conservation de la nature pour protéger de la prédation des ratons laveurs, les moufettes qui vont aller manger des œufs. » Tu peux nous montrer à quoi ça ressemble? J'en ai un, mais il est en arrière là-bas. Ça me prendrait un gentil Samaritain qui me l'apporterait, mais il est dans le petit bac en plastique. Oui, c'est ça. Juste le petit grillage. Là. Merci. Donc ça, c'est aussi, dans le fond, pour les tortues, dans le fond, peut-être faut comprendre un peu la biologie des tortues. Les tortues, leur population, la survie de leur population est basée sur la longévité des adultes. Fait que chez les œufs, les juvéniles, il va y avoir beaucoup, beaucoup de mortalité. Donc ça, c'est naturel. C'est naturel, mais les tortues ont évolué sur 250 millions d'années comme ça, avec ce contexte-là. Là, avec les humains, il y a des menaces qui s'ajoutent. Les adultes n'ont plus une longévité aussi longue qu'il y avait jadis. Maintenant, il y a les voitures qui vont faire en sorte de réduire considérablement la longévité des adultes. Fait qu'il y a moins de recrutement. La femelle qui va vivre sur 20 ans plutôt que sur 60 ans va produire significativement moins d'œufs et, au bout du compte, il va y avoir moins de petites tortues qui vont devenir adultes et être capables de se reproduire à leur tour. Donc, c'est pour ça que la mortalité sur les routes, c'est vraiment une stratégie importante pour le rétablissement des tortues, pour atténuer les menaces sur les adultes reproducteurs. Mais ensuite aussi, l'humain, ça fait une pression de prédation supplémentaire encore que ce qu'il y aurait à l'état naturel. Par exemple, quand les humains sont à un endroit, il y a des déchets, les ratons laveurs apparaissent, les moufettes, même les coyotes, les renards, les populations de ces prédateurs-là vont augmenter et il va y avoir beaucoup plus de pression sur le taux de reproduction, en plus d'avoir une pression sur la mortalité des adultes. Fait que nous, on agit finalement aux deux niveaux, en réduisant la mortalité des adultes, en mettant un affichage sur les routes où il y a des problèmes de mortalité routière, en sensibilisant les municipalités, afficher juste en saison de ponte des panneaux, faites attention, ralentissez. Puis on peut même mettre des clôtures de dérivation qui permettent d'empêcher les tortues de traverser. Et les petits grillages pour contrer la prédation des nids, finalement. Fait que, pour les installer, par contre, il faut qu'on ait un réseau d'observateurs un peu partout qui vont nous dire « J'ai vu une tortue pondre à tel endroit, puis j'ai besoin d'un grillage » et on leur en fournit un. Puis on a un réseau de bénévoles déjà formés qui s'appelle SOS Tortue. C'est un groupe, si vous cherchez sur Facebook, vous allez le trouver. C'est un réseau de gens qui se promènent dans les secteurs où il peut y avoir des observations de tortues plus régulièrement,
Puis en période de ponte, ils sont formés, ils savent quoi faire si jamais ils voient une tortue sur la route, si jamais ils voient une tortue pondre, etc. Puis ils peuvent nous aider aussi à aller identifier des nouveaux sites de ponte qu'on ne connaît pas encore. Puis nous aider à mieux planifier nos actions de conservation. Fait que voilà le petit grillage. Dans le fond, c'est très simple. Ça s'installe sur le nid. Puis là, on va l'ancrer avec des gros clous à béton. Puis on peut même le laisser là jusqu'au printemps suivant. Puis les mailles, il faut une certaine taille de maille là, pour que les bébés tortues puissent sortir à travers les mailles. Donc, nul besoin d'enlever le grillage. Mais c'est important de le faire juste après qu'il y ait eu la ponte, parce que les prédateurs, en général, vont passer dans les 12 heures après la ponte. Puis, ça va être fini. Là. Ils vont avoir tout mangé. Puis, mais le défi, vraiment, c'est de localiser les nids parce que on fait des suivis avec des caméras, par exemple, des caméras de chasse. Puis là, il faut qu'à chaque jour, on ait un bénévole qui regarde les photos, les photos qui sont posées juste à côté du site de ponte. Bon, il y a une tortue qui est passée aujourd'hui, qui a pondu. On la voit sur plusieurs photos sur une période de 2 heures. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une ponte. Là, la personne est disposée à se déplacer puis aller trouver le nid puis le protéger. Fait que c'est très énergivore, là, c'est ce genre de stratégie-là. Fait que l'idée, c'est pas d'avoir des gens qui vont partir de l'est de l'île de Montréal pour aller dans l'ouest pour protéger un nid de tortue. L'idée, ce serait d'avoir des gens dans l'est pour les sites de ponte dans l'est, puis des gens dans l'ouest pour les sites de ponte, pour que les gens soient à proximité, puis qu'il y ait vraiment une prise en charge locale qui va se faire avec ce groupe-là. Fait que SOS Tortue, sur Facebook, on a des activités aussi au lac Champlain pour la tortue molle à épines, qui est une espèce très ultra menacée, qui se trouve juste dans la petite portion du lac Champlain. Là, puis la rivière, une rivière aussi, un tributaire du lac Champlain. Donc, il y a des suivis de sites de ponte. Les bénévoles peuvent aller faire de l'entretien parce qu'il faut les désherber en début de saison, avant la ponte, pour assurer une exposition au soleil maximale. Pour la tortue molle à épines, même, il y a un programme d'incubation artificielle. Donc, il y a des stagiaires et des bénévoles qui vont aller attendre la tortue, attendre que la tortue vienne pondre ses œufs sur la rive. Puis là, quand la tortue pond, ils ne vont pas protéger avec un grillage. Ils vont prendre les nids, ils vont les incuber artificiellement au zoo de Granby. Puis après ça, le zoo de Granby vont les relâcher en nature en fin d'été. Fait que ça, c'est vraiment une belle activité, là, si vous êtes intéressé, qui se passe à chaque année à la fin de l'été. Relâcher les bébés tortues parce que ça prend des surveillants pour s'assurer qu'il n'y aura pas des prédateurs qui vont manger les bébés tortues. Fait qu'il faut les surveiller un petit peu au moment de la relâche, là. Je pense qu'on va laisser un petit peu de temps pour les questions, mais très rapidement, juste en 2 minutes, est-ce que tu pourrais nous dire, justement, c'est l'été, les gens, tout le monde sort en nature, va faire du hiking, des fois va faire du camping. Est-ce que tu pourrais nous indiquer quels sont les gestes qu'on peut faire, les choses auxquelles on doit faire attention quand on va en nature pour justement être un conservateur à notre niveau, en fait? Oui. Je pense que la première chose, c'est vraiment d'y aller en nature parce qu'il faut s'imprégner de la nature pour la connaître. Puis c'est dans la nature humaine aussi, ce contact-là avec la nature. Puis l'humain a beaucoup perdu ce contact-là avec la nature. Puis des fois, il devient tellement déconnecté qu'il ne comprend plus vraiment la magie de la nature puis le respect qu'on doit à la nature. Fait d'y aller dans le milieu naturel, mais aussi de s'informer du statut de conservation. C'est quoi le territoire sur lequel vous vous trouvez? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Souvent, les gens sont en nature, puis ils ne savent pas c'est quoi le territoire. Est-ce qu'ils sont sur un territoire à vocation récréative ou un territoire plus à vocation conservation? Parce que le régime d'usage va être vraiment différent de l'un à l'autre. Fait que c'est malheureux, mais ce serait bien qu'on puisse faire tout ce qu'on veut partout, mais avec la population humaine qui a explosé, il faut vraiment qu'on ait des zones réservées où les usages vont être très stricts. On va pouvoir en profiter encore, mais ça va être réservé pour les animaux qui sont plus sensibles, puis les animaux, les plantes aussi, qui sont plus sensibles aux dérangements puis à nos activités.
Fait que c'est très rare, là, conservation nature, par exemple, qu'on va avoir des territoires cloches de verre où aucun accès n'est possible. Souvent, la randonnée va toujours être possible. Mais dans le fond, c'est ça. C'est vraiment de s'informer des usages possibles de faire. Puis ensuite, je ne sais pas à quel point les gens ici sont... mais je pense que c'est peut-être une tendance générale qu'on est très connecté sur notre téléphone, notre tablette. Bien, de suivre les organismes de conservation sur les réseaux sociaux, de recevoir leurs infolettres, de les connaître, savoir qu'est-ce qu'ils font comme activité. Puis, tant qu'à aller jouer dehors, tant qu'à aller faire une randonnée, aller participer à une activité bénévole avec ces organismes-là, ça va vous permettre même de voir des choses que vous n'auriez jamais vues si vous étiez allé par vous-même sur un territoire. Vous allez pouvoir voir des tortues, vous allez pouvoir voir des sites de ponte, des œufs de tortues, des choses qui sont vraiment particulières qu'on ne pourrait jamais voir. Fait que c'est très enrichissant aussi, puis on rencontre d'autres gens motivés, inspirants, qui peuvent finalement nous donner de l'espoir, parce que souvent, on a plein de mauvaises nouvelles sur nos réseaux sociaux, puis on devient un peu découragé, puis on pense que c'est peine perdue, que ça ne vaut plus la peine de faire des efforts. Mais si vous suivez des organismes comme ça, vos algorithmes vont vous alimenter de plus en plus de bonnes nouvelles positives, puis vous donner des bonnes idées d'activités à faire. Puis, si je pourrais peut-être dire une dernière chose, supporter un organisme de votre choix à la hauteur de vos capacités, faire un don régulier par mois à l'organisme de votre choix. Ça permet aux organismes d'avoir une stabilité financière vraiment, puis de pouvoir prévoir leur staff, parce que c'est pas facile pour les organismes de conservation, toujours marcher par subvention et tout ça, puis les memberships comme ça amène vraiment une stabilité là, de revenus. Fait que, voilà ce que je peux dire à ce sujet-là. Là. Beaucoup d'autres choses, mais... Merci. Est-ce qu'on va ouvrir la parole? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Moi, je me demandais, bonjour, merci pour la présentation. Je me demandais, c'est quoi la relation entre Conservation de la Nature Canada, la SNAP, la CEPAC, tous les autres organismes qui protègent les territoires? Est-ce que vous travaillez en collaboration tout le monde ensemble? Parce que les objectifs sont communs au final, donc... Oui. C'est certain que tous ces organismes-là, comme tu dis, ont un objectif commun, finalement. Il y a des organismes qui sont un peu plus dans la revendication. Il y a des organismes qui sont un peu plus axés sur l'action, moins dans la revendication, ce qui est le cas de Conservation de la Nature Canada. Vous ne nous verrez jamais faire des sorties contre des projets ou contre des lois. Bon, évidemment, on peut déposer l'occasionnel mémoire pour donner notre avis sur des projets ou des idées qui ont en lien avec la conservation au Québec. Mais vraiment, ce n'est pas la revendication. Mais évidemment, on les connaît, puis souvent, ces groupes-là de citoyens, par exemple, nous appellent, qui veulent protéger un habitat naturel, par exemple. Puis là, nous, on dit, on ne peut pas se joindre à vos revendications, mais on peut travailler de façon positive avec le propriétaire s'il y a une ouverture à vendre son terrain ou à donner son terrain. On va être au rendez-vous. Fait qu'il y a quand même un lien qui se fait, mais chaque organisme a sa mission spécifique. Puis on travaille dans le cadre de nos missions, mais évidemment, on se connaît tous, puis on prend le téléphone, puis on s'appelle. Ça fait c'est ça la clé aussi, c'est la force là, de ce réseau-là de la conservation au Québec. Mais la CEPAC, c'est vraiment... c'est un peu une société d'État, dans le fond. C'est pour gérer les parcs qui appartiennent au gouvernement. C'est vraiment... chaque organisme. Il y a Nature Action Québec aussi, qui est un peu comme Conservation de la nature, mais plus localisé, disons, dans la région de Montréal. Conservation de la nature, c'est pan-canadien. Donc, selon l'organisme, là, il y a toujours des particularités. Puis, mais on travaille beaucoup ensemble. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui sont là, qui ont déjà croisé des tortues naturellement en se promenant? Oui, quand même. Voulez-vous en savoir un peu plus sur les espèces qu'on peut voir dans la région de Montréal? On pourrait vous les montrer. Fait que dans la région de Montréal, il y a 3 espèces de tortues.
au Québec, il y a 7 espèces de tortues d'eau douce. Donc, ça, j'inclus pas les tortues marines là, qui vont visiter le golfe du Saint-Laurent occasionnellement. Vraiment, les tortues d'eau douce, il y en a 7. Dans la région de Montréal, il y en a 3. Si vous voulez voir toutes les espèces de tortues, allez en Outaouais. Ils ont toutes les espèces de tortues. C'est très, très riche. Puis en Ontario, aussi. Donc, la première que vous voyez, c'est la tortue géographique. C'est une tortue qu'on retrouve dans la rivière des Outaouais, le lac des Deux-Montagnes, dans le secteur du lac Champlain aussi, qui, avant, devait être un peu plus répartie. Il y a des observations même jusqu'à Québec, là, mais c'est très anecdotique. Les plus grandes populations sont vraiment dans le lac des Deux-Montagnes. Vous savez, dans l'ouest de l'île de Montréal, dans les parcs nature, L'Anse-à-Lorme, Cap-Saint-Jacques. Il y a des endroits où vous pouvez observer ces tortues-là. Ils sont vraiment... la femelle est très grande, très grande, je dirais, elle est plus grande que le mâle. Il y a un dimorphisme sexuel très important dans cette espèce-là. La femelle est à peu près grande comme ça, puis le mâle va être la moitié de la taille de la femelle. Donc, elle a des lignes jaunes, un bec cornu jaune aussi. Puis, son nom géographique vient de sa carapace, qui a comme des lignes topographiques d'une carte sur les écailles de la carapace. Donc, c'est une espèce... évidemment, toutes les tortues au Québec ont un statut de précarité fédéral et provincial. À peu près toutes les espèces ont un statut fédéral et la plupart aussi provincial. Donc, la géographique, c'en est une qui est vulnérable au Québec et préoccupante au Canada. Donc, elle, c'est la plus impressionnante et la plus grande de nos tortues d'eau douce, la chélide serpentine. C'est une tortue qui peut atteindre 40 cm de long. Donc, très grosse tortue avec des airs préhistoriques. Si on voyait la queue, on la voit bien, ça fait un peu une queue de dinosaure avec des écailles triangulaires là, sur la queue. Puis, des grosses griffes très impressionnantes. Donc, elle est très commune, elle est très polyvalente en termes d'habitat. La tortue géographique est elle aime les grandes étendues d'eau, tandis que la chélide serpentine, elle va aimer les grandes étendues d'eau, les petits étangs, les marais, toutes sortes d'habitats différents. Ils en ont même trouvé une au parc d'Angrignon il y a 1 mois environ, là, qui pondait son nid dans un parc urbain. Donc, c'est vraiment l'une des espèces les plus communes, la chélide serpentine. Et la 3e espèce, moi, je trouve que c'est la plus belle, c'est la tortue peinte. Elle, on la voit aussi très abondante là, si vous allez dans le secteur Rivière-des-Mille-Îles. Vous allez faire du canot là, dans ce secteur-là. Vous allez en voir beaucoup sur les billots de bois émergés. Elle a du rouge dans le cou, des lignes jaunes sur la tête. La carapace est très, très lisse. Ça va être quand même une petite tortue là, qui va atteindre cette taille-là environ. Là. Puis ça ressemble beaucoup à la tortue à oreilles rouges, qui, des fois, se trouve aussi en milieu naturel. Ça, c'est une espèce d'animalerie, la tortue à oreilles rouges. Des fois, les gens relâchent des tortues dans la nature. Puis là, les tortues, finalement, ils adaptent leur environnement et ils s'adaptent bien, ils survivent à l'hiver. Donc, on n'a pas encore confirmé qu'elles étaient capables de se reproduire, mais ça pourrait être un danger pour nos espèces indigènes quand même. Donc, si vous avez une tortue à la maison, vous ne la voulez plus, allez la porter à l'animalerie pour éviter là, ces problèmes-là. Donc, c'est ça, les 3 espèces de tortues. Avez-vous des questions? Oui. Il y a très peu d'études qui permettent là, de vraiment mettre un chiffre sur les populations de tortues. Parce que pour être capable de mettre un chiffre, il faut faire des études qu'on appelle capture, marquage, recapture. Fait qu'on attrape une tortue, il faut installer des filets avec des appâts. Là, on va en bateau les relever à chaque jour ou à chaque 12 heures. Là, on attrape la tortue, on la marque avec soit un émetteur pour suivre ses déplacements. Puis après ça, on recapture, puis on voit la fréquence de recapture en faisant des analyses statistiques pourrait nous faire extrapoler la population, nous permettre d'extrapoler le nombre de tortues qu'il y a dans la population. Mais non, les chiffres, je ne les ai pas en tête. Là. Dans les plans de rétablissement, sont disponibles, là, puis plus à l'échelle canadienne. Là, il y a des chiffres
de population à l'échelle canadienne. Mais les populations à l'échelle du Québec, c'est très difficile. La tortue géographique du lac des Deux-Montagnes, on estime ces populations à environ 1000 individus. C'est quand même pas beaucoup, mais à certains endroits, elle est très abondante localement. Les gens pensent, bon, mais il y en a beaucoup des tortues, c'est quoi le problème? Tu sais, mais eux, ils habitent là, puis ils voient l'ensemble des tortues, mais elles sont très, très localisées, là. Oui, ben oui, c'est sûr. En identifiant le nombre de femelles qui pondent, ça peut donner un indicateur. Fait que ça, justement, avec le groupe SOS Tortue, le fait d'avoir d'avoir de l'information sur les différents sites de ponte qu'on retrouve dans la région de Montréal, on sait, bon, ce site de ponte-là, il y a 20 nids à chaque année. Celui-là en a 15, celui-là en a 50. Bien là, on va pouvoir avoir des meilleurs estimés de population. Mais c'est ça pour, par contre, avoir des informations plus détaillées. Par exemple, ben oui, il y a des femelles qui pondent, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un bon taux de recrutement. Puis les jeunes sont très difficiles à voir. Ils sont pas très... ils sortent pas, ils sortent moins s'exposer au soleil. Fait qu'il faut vraiment des études capture, marquage, recapture pour avoir un portrait précis. Mais oui, c'est sûr, les pontes, c'est un indicateur qui peut nous donner. Puis aussi, un indicateur qui peut nous permettre de suivre d'une année à l'autre. Est-ce que ça se maintient? Est-ce qu'il y a un déclin? Etc. Annie a apporté des pamphlets, si jamais vous voulez prendre après la rencontre. Et puis, je pense que tu vas peut-être pouvoir rester un petit peu. Si jamais si quelqu'un a des questions plus spécifiques, vous pouvez venir parler à Annie directement, puisque c'est elle qui est donc en charge du projet. Oui, ça va me faire plaisir vraiment de répondre à vos questions. La carapace aussi, si vous voulez voir, là, c'est une carapace de tortue peinte adulte. Donc, vous voyez la taille à peu près là, que ça peut avoir. Sinon, on a des petits collants pour le projet Carapace, c'est des bumper stickers pour mettre sur votre voiture. Dire, OK, moi, je mentionne mes observations de tortues. Là. C'est pendant 1 mois par année. Puis aussi, ça permet de différencier votre voiture des autres dans le... Moi, j'utilise pour ça, sur les rues. Donc, ça fait un peu de la publicité aussi pour notre projet. Puis, on a des dépliants là, avec les différentes espèces de tortues, puis des pliants de conservation de la nature. Donc... Si vous voulez en savoir un peu plus sur conservation de la nature et d'autres projets en images sur lesquels Age of Union travaille, vous pouvez aller voir le reste de la galerie. Il y a donc en ce moment une exposition sur conservation de la nature. Il y a aussi 2 autres projets avec lesquels on collabore, Jungle Keepers, qui est au Pérou, et Sea Shepherd, qui est sur les océans. Là, il y a la documentation et sur une campagne qu'on avait faite avec eux en France. Moi, je vais être un petit peu dans la galerie pour la prochaine heure. Si jamais vous avez des questions, comme je suis la coordinatrice des projets Age of Union, si vous avez des questions, je suis là aussi pour y répondre. Et voilà, donc merci beaucoup Annie d'être venue aujourd'hui, nous avoir parlé de tout ça, et merci pour le beau travail que tu fais, c'est vraiment, vraiment super inspirant. Et voilà, heureusement qu'il y a des gens qui sont dédiés pour conserver la belle nature du Québec. En fait, merci beaucoup. Merci, c'est vraiment un honneur pour moi. Merci d'être là.